RMS Titanic, un paquebot britannique opéré par la White Star Line, a rencontré un destin tragique dans l'océan Atlantique Nord. Le navire a coulé après avoir heurté un iceberg lors de son voyage inaugural de Southampton, en Angleterre, à New York. Cette catastrophe reste le naufrage le plus meurtrier d'un paquebot ou d'un navire de croisière en temps de paix. Construit par le chantier naval Harland and Wolff à Belfast, en Irlande du Nord, c'était un impressionnant vaisseau mesurant 882 pieds et 9 pouces de long, avec une largeur maximale de 92 pieds et 6 pouces. Il comportait 10 ponts, chacun servant à divers usages, allant de l'hébergement des canots de sauvetage sur le pont des bateaux à l'hébergement des cabines de première classe et des espaces publics sur les ponts promenades et salons. Le navire transportait une gamme diversifiée de passagers, y compris des individus aisés et de nombreux immigrants cherchant une nouvelle vie en Amérique et au Canada. Malgré son impact significatif sur la littérature et le cinéma, le naufrage du Titanic reste un événement énigmatique dans l'histoire. Voici 15 photos préservées du Titanic avant qu'il ne coule. Numéro 15. Le garçon sur le pont du Titanic. Dans le film emblématique de 1997, Titanic, il y a une scène montrant un jeune garçon absorbé à jouer avec un toupie sur le pont du navire. Fait intéressant, cette scène est une recréation d'une vraie photographie prise à bord du Titanic. La photographie a été capturée sur l'un des ponts supérieurs du Titanic juste quelques jours avant que le malheureux vaisseau ne rencontre sa fin tragique. La date était le 11 avril 1912. La photographie montre un garçon de 6 ans nommé Robert Douglas Speden, joyeusement occupé à faire tourner sa toupie, tandis que son père et d'autres passagers observaient la scène. Le jeune Robert était un passager de première classe, issu d'une famille riche. Robert, accompagné de sa famille, était à bord du Titanic, revenant à leur résidence à Tuxedo Park, New York, après une excursion familiale en Algérie. Mais que lui est-il arrivé à ce jeune garçon ? Eh bien, il dormait profondément lorsque le Titanic a heurté l'iceberg. Au milieu du chaos du naufrage, il s'est brièvement réveillé alors que sa nourrice, Elizabeth Burns, lui assurait qu'elle l'emmènerait faire un tour pour voir les étoiles. On dit que Robert s'est rendormi, inconscient de la tragédie qui se déroulait. Lorsqu'il s'est finalement réveillé le lendemain matin, il s'est retrouvé dans un canot de sauvetage, ayant survécu à la calamité. Malheureusement, l'histoire de Robert a pris un tournant tragique. En 1915, à l'âge tendre de 9 ans, il a trouvé une mort prématurée après avoir été heurté par une voiture dans le Maine. Compte tenu du nombre limité d'automobiles sur les routes à cette époque, son accident se classe parmi les premiers incidents liés à des automobiles enregistrés dans l'histoire de l'État. Numéro 14, l'iceberg qui a coulé le Titanic. Il est largement connu que le naufrage du Titanic a été causé par un iceberg. Eh bien, regardez ceci. Juste 2 jours avant la catastrophe, le capitaine d'un autre navire traversant l'Atlantique a eu la chance de prendre une incroyable photo en noir et blanc d'un immense iceberg. Et tenez-vous bien, on pense que c'est le même iceberg qui a fait chavirer le Titanic. Ce marin, le capitaine W. Wood, servait sur le SS Etonian, un navire marchand britannique, et avait une passion pour la photographie. Heureusement, il avait son appareil photo à portée de main et a réussi à capturer l'énormité de cet iceberg. Mais voici la partie vraiment intéressante. Le capitaine Wood s'est assuré de noter les coordonnées exactes de l'iceberg. Ces coordonnées étaient presque identiques à celles où le Titanic a heurté un iceberg et a tragiquement coulé, faisant 1522 victimes. Une fois arrivé à New York, le capitaine Wood n'a pas perdu de temps pour faire développer la photographie. Il a même envoyé un tirage à son arrière-grand-père, accompagné d'une lettre déclarant que cet iceberg était celui responsable de la perte du Titanic. En fait, il a écrit une légende en encre noire sur la photo elle-même, disant « Iceberg pris par le capitaine Wood SS Etonian à 41 degrés 50 minutes de latitude nord et 49 degrés 50 minutes de longitude ouest le 12 avril à 16 heures. Nous savons tous que le Titanic a heurté un iceberg à 22 heures, 20 le 14 avril 1912, et a coulé en 3 heures. Au cours du siècle dernier, plusieurs autres photos d'iceberg près du chemin du Titanic ont refait surface, prises avant et après la collision. Cependant, ce qui rend la photographie du capitaine Wood si intrigante, c'est que la forme de l'iceberg dans son image correspond étroitement au croquis et aux descriptions données par les témoins oculaires de l'iceberg qui a finalement causé la perte du Titanic. Numéro 13. Passager de 3e classe. Cette prochaine photo offre un aperçu de l'expérience des passagers de 3e classe, également connus sous le nom de passagers de la classe économique.
s'installant à bord du Titanic. Sur le Titanic, les passagers de troisième classe partageaient des salles de bain communes, dînaient ensemble dans des installations de restauration dédiées et dormaient dans des cabines avec 4 occupants, 120 par chambre. Bien qu'ils soient considérés comme de troisième classe, les logements offerts à ces passagers sur le Titanic étaient en pointe remarquablement bons par rapport à ceux à quoi ils étaient habitués chez eux. En fait, les conditions de vie dans la section de troisième classe du Titanic étaient réputées ressembler à des logements de seconde classe sur d'autres paquebots, bien que l'espace alloué aux passagers de troisième classe soit relativement petit et qu'ils aient un accès à très peu d'équipements. Un avantage notable pour les passagers de troisième classe était qu'ils recevaient des repas, une amélioration significative par rapport à de nombreux autres paquebots de l'époque qui exigeaient que les passagers de la classe économique apportent leur propre nourriture. Bien que les logements de troisième classe étaient situés dans des zones moins désirables du navire, plus proches du bruit et des vibrations des moteurs, les cabines de la section de troisième classe du Titanic disposaient d'eau courante et d'électricité. Les hommes célibataires étaient logés à l'avant du navire, tandis que les femmes célibataires et les familles étaient logées à l'arrière, où des cabines plus grandes étaient disponibles pour les familles. Les cabines, bien que spacieuses, selon les normes de l'époque, avaient des formes irrégulières pour s'aligner avec la courbure de la proue et de la poupe du navire. En plus des cabines, le Titanic offrait une salle générale pour que les passagers de la classe économique se rassemblent, se détendent, lisent, jouent aux cartes et participent à diverses activités pour passer le temps. Bien qu'ils n'aient pas accès à d'autres zones de divertissement telles que la salle de sport ou la piscine, les passagers de la classe économique avaient la possibilité d'organiser leurs propres fêtes et danses. La majorité des plus de 700 passagers de la classe économique à bord du Titanic étaient encore des émigrants. Ils espéraient commencer une nouvelle vie en Amérique et le Titanic était leur billet pour un avenir meilleur. Malheureusement, beaucoup d'entre eux n'ont jamais atteint leur destination. Seuls 25% des passagers de troisième classe du Titanic ont survécu à la tragédie. Et même parmi ce petit pourcentage, seule une fraction était des hommes. Numéro 12. La salle de gym du Titanic. Le Titanic avait sa propre salle de gym, une caractéristique remarquable pour un paquebot de son époque. Située sur le pont des bateaux près de l'escalier monumental, cette installation était décrite comme une merveille d'innovation. En entrant, les passagers étaient accueillis par une pièce lumineuse ornée de panneaux de chêne peints en blanc et de sol carrelé. Un point notable était une installation en chêne sculptée sur le mur opposé, présentant une coupe illustrée d'un paquebot de classe olympique et une carte représentant les itinéraires de voyage de la White Star Line à travers le monde. La salle de gym était équipée d'appareils d'exercice à la pointe de la technologie, y compris des chameaux électriques et des chevaux électriques, des machines à ramer, des sacs de frappe, des machines de musculation et des bicyclettes mécaniques. Les passagers de première classe pouvaient obtenir des billets au prix d'un shilling auprès du commissaire. Cela leur donnait accès à cette installation exclusive pour une seule session. Aider les passagers à utiliser l'équipement était l'éducateur physique permanent de la salle de gym, T.W. Macaulay. Fonctionnant pendant des heures spécifiées, la salle de gym, comme d'autres zones de loisirs à bord du Titanic, maintenait des politiques de ségrégation par sexe et par âge. La White Star Line, la compagnie maritime responsable de la construction du Titanic, promouvait la salle de gym comme un espace où les passagers pouvaient y se livrer à des activités telles que l'équitation, le cyclisme, l'aviron et obtenir à la fois un exercice bénéfique et un amusement sans fin. Une attraction particulièrement populaire était le chameau électrique, une machine d'exercice qui imitait le mouvement d'un chameau. Tragiquement, la nuit où le Titanic a coulé, T.W. Macaulay, l'éducateur physique, est resté dans la salle de gym et a péri avec le navire. Numéro 11. Les gilets de sauvetage du Titanic. Cette photo fait partie de l'album d'un passager qui a débarqué du Titanic avant son naufrage. Le Titanic était équipé de gilets de sauvetage pour tous les passagers à bord, garantissant qu'il y en avait suffisamment pour les plus de 2000 personnes, y compris les membres d'équipage. Ces gilets de sauvetage étaient construits en toile et en liège. Bien que leur conception soit fragile, maintenue uniquement par des cordons en tissu, ils se sont révélés étonnamment lourds mais très flottants. Tragiquement, alors que le Titanic coulait, de nombreux passagers qui ne pouvaient pas accéder aux canaux de sauvetage ont dû sauter des rambardes ou des côtés du navire. Malheureusement, en raison de la conception des gilets, l'impact de la chute dans l'eau a causé l'inconscience de nombreux sauteurs. Par conséquent, de nombreuses personnes se sont noyées,
ont subi des fractures du cou ou ont succombé à l'hypothermie dans les eaux glacées. Après la tragédie, le liège était resté le principal matériau des gilets de sauvetage, mais des améliorations ont été apportées à leur conception seulement après la Seconde Guerre mondiale. La perte de passagers portant des gilets de sauvetage en liège sur le Titanic et des incidents similaires ont servi de moteur pour améliorer les matériaux utilisés dans les gilets de sauvetage. Malgré leur conception défectueuse, quelques gilets de sauvetage originaux du Titanic existent encore aujourd'hui. Fait intéressant, les défauts n'ont pas dissuadé les enchérisseurs de participer à des enchères pour ces artefacts. En fait, l'un de ces gilets de sauvetage du Titanic a été vendu à un prix incroyable de 119 000 $. Numéro 10. La piscine. La White Star Line, la compagnie responsable de la construction et de la propriété du Titanic, avait précédemment introduit le concept d'une piscine sur leur navire, le RMS Adriatic, lancé en 1906. Ainsi, lors de la conception du Titanic, la White Star visait à améliorer son design précédent en intégrant une piscine appelée baignoire. En 1912, la présence d'une piscine sur le Titanic était considérée comme une caractéristique novatrice et luxueuse, mettant en avant l'opulence trouvée à bord du navire. La piscine, sur le Titanic, était située à l'intérieur du navire. Sur le côté tribord du pont F, la piscine avait une profondeur constante de 6 pieds, avec l'eau généralement remplie entre les marques de 5 et 6 pieds pour permettre un peu de mouvement. Elle était remplie d'eau salée chauffée et était exclusivement accessible aux passagers de première classe. Cependant, son utilisation était payante, et les hommes et les femmes n'étaient pas autorisés à se baigner simultanément. Un créneau horaire spécifique était attribué aux hommes pour nager gratuitement de 6 heures à 9 heures, tandis que tout autre moment nécessitait un paiement. En revanche, les femmes devaient payer chaque fois qu'elles décidèrent de nager, sans bénéficier d'une période gratuite désignée. Les enfants n'étaient pas autorisés à utiliser la piscine. Nager dans la piscine du Titanic coûtait environ 25 cents par personne. Le coût incluait même la fourniture d'un maillot de bain. Le colonel Archibald Gracie, un passager du Titanic, a profité d'une baignade dans la piscine environ 24 heures avant le tragique naufrage du navire. Il a décrit l'eau salée chaude comme revigorante et avait prévu de nager à nouveau le lendemain matin. Heureusement, il a survécu à la catastrophe en s'accrochant à l'un des canaux de sauvetage pliables jusqu'à l'arrivée des secours. Numéro 9. Les canaux de sauvetage. Insuffisants. Depuis le tragique naufrage du Titanic, le nombre insuffisant de canaux de sauvetage à bord a été largement considéré comme un facteur majeur contribuant au lourd bilan humain. Cette photographie prophétique, prise par le révérend F. M. Brown, un passager qui a débarqué du navire maudit après son court voyage de Southampton à Queenstown en Angleterre, capture le pont du Titanic et l'un de ses canaux de sauvetage. De nombreuses enquêtes menées tant au niveau national qu'international après la catastrophe du Titanic ont conclu que des réglementations appropriées auraient pu prévenir l'incident. En termes de conformité technique, le Titanic respectait la loi sur le transport maritime de 1894 qui était en vigueur au moment du naufrage du navire, selon la Bibliothèque du Congrès. La loi stipulait que les navires pesant plus de 10 000 tonnes devaient avoir 16 canaux de sauvetage capables d'accueillir 990 personnes. Cependant, le Titanic, en tant que plus grand navire de son époque, pesant près de 50 000 tonnes, dépassait ces réglementations. Il transportait un total de 20 canaux de sauvetage, ce qui offrait une capacité suffisante pour environ la moitié des personnes à bord la nuit du naufrage. Avant la catastrophe du Titanic, les canaux de sauvetage n'étaient pas considérés comme un substitut à l'ensemble du navire. Le grand paquebot lui-même, avec ses 16 compartiments étanches, était censé rester à flot même après avoir pris l'eau. Parmi les plus de 2000 personnes à bord du Titanic, seulement environ 700 ont réussi à embarquer dans des canaux de sauvetage. De plus, les canaux de sauvetage ont été lancés avec moins de passagers que leur capacité ne le permettait, car il y avait des inquiétudes quant au fait que le mécanisme abaissant les bateaux pourrait échouer s'ils étaient complètement chargés. Par exemple, le premier canot de sauvetage à quitter le Titanic avait une capacité de 65 personnes, mais a été lancé avec seulement 25 occupants. Étonnamment, aucun exercice de canot de sauvetage ou d'incendie n'a été effectué avant le naufrage du navire.
Il est choquant de noter qu'un exercice de canot de sauvetage avait été prévu pour le matin du naufrage du Titanic, mais a été apparemment annulé par le capitaine John Smith, qui souhaitait mener un dernier service dominical avant sa retraite. Juste 2 ans après la catastrophe du Titanic, la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, SOLAS, a mis en œuvre une exigence selon laquelle tous les navires de passagers devaient transporter des canots de sauvetage pour chaque personne à bord. Aujourd'hui, la SOLAS impose que les navires doivent avoir des canots de sauvetage d'une capacité de 125% de la capacité totale du navire. Numéro 8. Le capitaine et le commissaire du Titanic. Cette image capture le capitaine Edward G. Smith, le capitaine britannique du Titanic, aux côtés du commissaire du navire, Hugh Walter McElroy. La photographie a été prise par un passager qui a débarqué du navire à Queenstown, en Irlande, 3 jours avant le tragique naufrage. Malheureusement, le capitaine Smith et le commissaire ont perdu la vie dans la catastrophe. 3 jours après que le Titanic ait entrepris son voyage inaugural de Southampton, en Angleterre, le capitaine Edward G. Smith a suivi sa routine dominicale habituelle. Il a effectué une inspection du navire, mais a choisi de ne pas réaliser un exercice de sécurité programmé. Il a dirigé un service religieux puis a tenu une réunion avec ses officiers pour déterminer la position du navire. Selon leurs calculs, le Titanic maintenait une vitesse impressionnante de 22 nœuds. À l'approche de la soirée du 14 avril 1912, la température est tombée à 0, et la surface de l'Atlantique Nord semblait calme et miroir, rendant difficile la détection des icebergs, qui étaient avant-courant dans cette région au printemps. Malgré ces conditions, le capitaine Smith a maintenu une vitesse maximale, croyant que l'équipage pourrait réagir rapidement si des icebergs étaient aperçus. Cependant, la nuit du 14 avril, il n'était pas sur le pont lorsque le navire a heurté un iceberg. En apprenant les dégâts, il a immédiatement demandé une évaluation à Thomas Andrews, le designer du Titanic, qui a déterminé que le navire était voué à couler. À 2h20 du matin, le 15 avril, le Titanic a rencontré son destin tragique. Le capitaine Smith a été vu pour la dernière fois sur le pont, et bien que des rapports aient circulé sur le fait qu'il ait sauvé un enfant en train de se noyer, de telles affirmations ont été largement rejetées. Son corps n'a jamais été retrouvé. Les actions de Smith pendant le voyage ont ensuite été analysées avec des opinions divergentes. Certains ont critiqué sa décision de ne pas réduire la vitesse, tandis que d'autres ont soutenu qu'en raison de son expérience, il croyait raisonnablement qu'il pouvait manœuvrer le navire à temps pour éviter une collision. Des questions ont également été soulevées concernant son absence du pont au moment où le Titanic a rencontré le champ de glace. Numéro 7. La salle à manger de première classe. La salle à manger du Titanic occupe une place remarquable dans l'histoire en tant que la plus grande jamais construite. Sa salle à manger de première classe pouvait accueillir confortablement plus de 500 personnes simultanément. S'étendant sur la largeur du navire avec une longueur de 114 pieds, cet espace grandiose était élégamment thématisé en blanc, offrant un cadre où les riches pouvaient le dîner et socialiser. Les offres culinaires dans la salle à manger étaient tout simplement exquises, rivalisant avec celles dignes d'un palais. Le menu proposait des délices telles que du homard succulent, des cailles égyptiennes, des pêches juteuses, du caviar fin et des raisins luxuriants. Les fruits étaient en frais et la nourriture était préparée par des chefs s'adressant au palais raffiné des passagers les plus riches. Le petit déjeuner était servi de 8h à 10h, le déjeuner de 13h à 14h30 et le dîner de 17h, 19h à 20h15. Les passagers étaient alertés des heures de repas par le clairon du navire, Peter W. Fletcher, jouant le roast beef of Old England. Le dîner était une affaire élégante, avec des gentlemen vêtus de costumes de soirée et des dames ornées et pensées des dernières modes, accompagnés du parfum de parfums exotiques importés et exhibant leurs plus beaux bijoux. Un endroit particulièrement prisé pour dîner sur le navire était le restaurant à la carte, exclusivement réservé aux passagers de première classe. Le design de la salle à se manger était inspiré de l'architecture britannique. Elle comportait des sièges et des tables confortables en chêne. Chaque coin de cette section exclusive était orné de meubles luxueux, alliant confort et élégance. Pour rehausser l'ambiance, un orchestre jouait en arrière-plan, tandis que les passagers riches profitaient de leur taille, profitaient de leur repas. La musique apaisante créait une atmosphère de sérénité, leur permettant de se détendre et de profiter pleinement de leur expérience culinaire. Numéro 6. Une coque compromise.
Cette image capture la construction de la coque du Titanic, le corps du navire. Comme d'autres structures de son époque, la coque du Titanic était maintenue ensemble par plus de 3 millions de rivets en fer et en acier pesant plus de 1200 tonnes, 200 tonnes. Ces rivets étaient en fait soit fixés à l'aide de machines hydrauliques, soit enfoncés à la main. La coque du Titanic comportait un double fond pour plus de solidité, mais les côtés avaient une paroi simple. Elle se composait de 15 sections qui pouvaient être scellées d'un simple coup d'interrupteur. Cependant, les cloisons séparant ces sections avaient plusieurs portes d'accès pour améliorer le service de luxe. Ces dernières années, le journaliste irlandais Senan Moloney a avancé une théorie suggérant que la coque du Titanic avait été compromise des semaines avant son voyage inaugural. Grâce à la recherche de photos et de témoignages oculaires de l'époque, Moloney soutient qu'un incendie s'est déclaré spontanément dans l'un des énormes bunkers à charbon du Titanic, affaiblissant considérablement une partie cruciale de la coque. Alors que l'équipage stockait du charbon pour les moteurs près de la coque, la chaleur intense de l'incendie aurait directement affecté la structure du navire. Par conséquent, lorsque le Titanic a heurté un iceberg, la coque en acier compromise s'est révélée vulnérable, entraînant la rupture de l'ameublement du navire. La théorie de Moloney a été accueillie avec scepticisme. Au fil du temps, diverses explications alternatives pour le naufrage du Titanic ont été proposées, allant d'une collision avec un torpille d'un sous-marin allemand à une malédiction d'une momie égyptienne. Bien qu'un incendie de charbon semble plus plausible qu'une malédiction mythique, certains croient encore fermement que l'iceberg était la cause principale du naufrage du navire. Maintenant, il est temps de passer au choix des abonnés d'aujourd'hui. Dans cette photographie intrigante, nous voyons le capitaine Edward G. Smith, le capitaine britannique du Titanic, aux côtés du commissaire du navire, Hugh Walter McElroy. Ils se tiennent ensemble sur le pont du Titanic, leurs expressions laissant entrevoir une profondeur de pensée et d'émotion. En contemplant cet instant figé dans le temps, nous ne pouvons nous empêcher de nous demander ce qui pouvait traverser leur esprit à ce moment précis. Quelles pensées et préoccupations occupaient dans leur esprit au moment où la photo a été prise? Laissez vos commentaires ci-dessous. Numéro 5. La construction du Titanic. Le Titanic a été construit intentionnellement par la White Star Shipping pour se démarquer parmi ses navires commerciaux, répondant à la demande croissante de voyages entre l'Europe et les États-Unis. Bien que de nombreux navires offraient déjà des traversées régulières de l'Atlantique, la White Star Shipping était résolue dans sa mission de captiver les voyageurs en créant le paquebot le plus magnifique et impressionnant de son époque. La construction du Titanic a commencé le 31 mars 1909 au chantier naval Harland et Wolff à Belfast, où son navire jumeau, l'Olympique, était également en construction. La taille colossale des deux navires représentait un défi d'ingénierie significatif pour Harland et Wolff, aucun constructeur naval n'ayant jamais tenté de construire des navires d'une telle ampleur. Pour accueillir le Titanic et l'Olympique, 3 cales existantes ont été démolies, et 2 nouvelles, les plus grandes de leur genre à l'époque, ont été construites. Au sommet de la construction, environ 14 000 travailleurs étaient employés par Harland et Wolff pour construire ces immenses navires. L'ossature du Titanic a pris plus d'1 an à achever, avec le revêtement de la coque terminé en octobre 1910. Dans les années 1990, certains scientifiques des matériaux ont théorisé que les plaques d'acier utilisées pour le navire étaient sujettes à la fragilité dans des conditions froides, ce qui a aggravé les dommages causés par l'impact et accéléré le naufrage. Bien que la qualité des plaques d'acier ait été considérée comme bonne selon les normes de l'époque, elle n'était pas à la hauteur des avancées ultérieures en métallurgie de l'acier pour la construction navale. Tout au long de la construction du Titanic, de nombreuses tâches ont été effectuées sans équipement de sécurité, comme des casques ou des protections pour les mains sur les machines. En conséquence, il y a eu 246 blessures enregistrées, dont 20 classées comme graves, y compris des bras amputés et des jambes écrasées par des composants en acier tombant. 6 personnes ont perdu la vie sur le navire lui-même pendant la construction et l'aménagement, tandis que 2 autres décès ont eu lieu dans les ateliers et hangars du chantier naval. Peu avant le lancement du navire, un travailleur est tragiquement décédé après avoir été frappé par un morceau de bois tombant. Numéro 4. Le lancement du Titanic. À 12h15 le 31 mai 1911, le Titanic a été lancé dans l'eau par Robert Falconer Keith, chef d'équipe chez Harland & Wolff.
Cet événement marquant a attiré une foule énorme de plus de 100 000 personnes, comme le montre cette photo, ainsi que cette autre. Parmi eux se trouvaient donc quelques dignitaires, dont J. Pierpont de Morgan et J. Bruce Ismay, qui observaient l'ensemble depuis une tribune spécialement construite. Keith a libéré les déclencheurs hydrauliques qui maintenaient le navire en place, permettant à celui-ci de glisser dans la rivière Lagan. Pour faciliter le lancement en douceur, 22 tonnes de savon et de suif ont été appliquées sur la cale, fournissant une lubrification pour le voyage du navire. Suivant la tradition de la White Star Line, le navire n'a pas été officiellement nommé ni baptisé avec du champagne. Il a ensuite été remorqué vers un poste d'aménagement où, au cours de l'année suivante, les moteurs, les cheminées, la superstructure et l'intérieur du navire ont été installés. Après le voyage inaugural de l'Olympique, en juin 1911, quelques modifications mineures ont été apportées au design du Titanic. Ces ajustements ont rendu le Titanic légèrement plus lourd que son navire jumeau, lui permettant de revendiquer le titre de plus grand navire du monde. Le processus de construction a pris plus de temps que prévu en raison de changements de conception et d'une pause temporaire causée par des réparations nécessaires pour l'Olympique, qui avait été impliqué dans une collision en septembre 1911. Si le Titanic avait été achevé plus tôt, il aurait peut-être évité la collision fatale avec l'iceberg. Début avril 1912, le Titanic a subi des essais en mer, après quoi le navire a été jugé en état de naviguer. Numéro 3. La pièce capturée dans cette photo est connue sous le nom de salle de lecture et d'écriture de première classe. Destinée à l'origine comme un refuge pour dames après le dîner, elle servait d'espace serein sur un pont pour se détendre, lire et écrire des lettres à la maison. Située sur le côté bâbord du couloir reliant le grand escalier au salon, elle était principalement fréquentée par des femmes. Bien que les hommes aient également été autorisés à l'utiliser, peu d'entre eux l'ont fait. La pièce était divisée en deux sections, une vaste zone principale et un petit alcôve de siège sur la droite, séparée par une porte ornée de fenêtres en aile de bœuf. Élevée au-dessus du pont, elle vantait de grandes fenêtres atteignant 11 pieds de hauteur. Des rideaux en soie rose ornaient ces fenêtres, permettant à une abondante lumière du soleil de remplir l'espace. Décorée dans un style géorgien raffiné, la pièce présentait un plâtre complexe, des panneaux élégants, des colonnes cannelées et une cheminée en marbre blanc. Des palmiers en pot ajoutaient une touche de verdure, tandis que des appliques ombragées et des lustres en cristal fournissaient une douce illumination. Des canapés confortables et des chaises rembourrées en soie de teintes jaunes et bleues étaient disposées autour des tables et des bureaux d'écriture. La salle de lecture et d'écriture était ouverte de 8h à 23h30, en accord avec les horaires du salon de première classe voisin. Les passagers pouvaient emprunter des livres au salon et utiliser les bureaux d'écriture pour rédiger des lettres à la maison ou envoyer des cartes postales, tout le courrier étant expédié à Cherbourg en France et à Queenstown en Irlande. Malheureusement, la salle de lecture et d'écriture a vu peu d'activité, les passagers ne parvenant pas à saisir son but et son intention. Aujourd'hui, elle reste inexplorée ou endommagée en raison de la destruction du navire et de l'effondrement subséquent du pont au-dessus. Fait intéressant, des vestiges de la pièce, y compris un canapé jaune et une chaise rose, ont été découverts sur les plages de Terre-Neuve. Cela suggère que quelqu'un a peut-être accédé à la pièce, retiré quelques meubles et les a jetés dans l'océan, avec l'intention de les utiliser comme radeau de fortune ou dispositif flottant. Numéro 2. La salle à manger de deuxième classe. La salle à manger de deuxième classe à bord du Titanic était un grand espace élégant situé sur le pont D. Elle pouvait accueillir jusqu'à 394 passagers à la fois, avec de longues tables s'étendant à travers la pièce comme le montre cette photo. Le mobilier en acajou, rembourré en cramoisi, ajoutait une touche de sophistication à l'ensemble. Pour assurer la stabilité par temps rouf, les longues tables et les chaises pivotantes en acajou étaient solidement fixées au sol. Les repas dans la salle à manger de deuxième classe étaient préparés dans la cuisine de première et de deuxième classe, qui desservait également le grand salon de première classe sur le même pont. Pendant que les passagers savouraient leur repas, un orchestre les divertissait avec de la musique, tant pendant qu'après le dîner, créant une atmosphère agréable. Fait intéressant, un fait moins connu concernant la salle à manger de deuxième classe est que des plateaux pour le service n'étaient pas disponibles. En raison de l'achèvement hâtif du Titanic, certains détails sont restés inachevés. En conséquence, les serveurs devaient transporter la nourriture bol par bol, ce qui entraînait des retards et aboutissait parfois à des plats tièdes.
Cette situation était un sujet de plainte pour des passagers comme Imanita Shelley, qui exprimait sa frustration face au désordre dans la zone de deuxième classe. Malgré ces défis, la salle à manger de deuxième classe sur le Titanic dégageait toujours un sens de l'élégance et offrait un lieu de rassemblement pour les passagers afin de profiter de leur repas et de se connecter. Numéro 1. La salle de fumeurs de première classe. La salle de fumeurs de première classe servait de salon sophistiqué tard dans la nuit, exclusivement pour les passagers masculins de première classe. Ici, ils se réunissaient pour socialiser, discuter de affaires et de politique, s'adonner à la cigarette, boire et même participer à des jeux de hasard, sauf le dimanche. Pour créer une ambiance rappelant celle d'un club pour gentlemen, la pièce était ornée de caractéristiques opulentes. Des panneaux en acajou sombre finement incrustés de nacre et de détails délicatement sculptés décoraient dans les murs. Des fenêtres en vitrail dans de grandes niches illuminant la pièce par derrière, projetant une lueur captivante. Le sol présentait des carreaux de linoléum bleu et rouge, tandis que le plafond en plâtre arborait des médaillons décoratifs. Un point focal de la pièce était la peinture au-dessus de la cheminée centrale intitulée « Approche du Nouveau Monde », créée par Norman Wilkinson. La salle de fumeurs attirait à la fois des joueurs passionnés et des professionnels du jeu. Au moins 4 joueurs professionnels étaient connus à bord du Titanic. Les stewards du bar adjacent satisfaisaient les demandes des passagers pour des cigares et des boissons, améliorant l'expérience globale. Pendant le tragique naufrage, la salle de fumeurs a tenu des moments poignants pour plusieurs individus. Dans les premières heures de la nuit, fatidique, juste avant 2 heures du matin, Archibald Gracie, un écrivain américain et survivant du naufrage du Titanic, est entré dans la pièce. Il a découvert le major Archibald Butt, Francis Davis Millet, Clarence Moore et Arthur Ryerson, engagés dans leur dernière partie de cartes à leur table habituelle. William Stead, un éminent écrivain et journaliste britannique, restait assis, lisant tranquillement un livre. À proximité, Emile Taussig, le directeur de la West Disinfecting Company, semblait calme, les mains dans les genoux, regardant le sol, apparemment acceptant des événements imminents. Vers 2h05, les joueurs de cartes ont dit au revoir, quittant la pièce. Millet et le major Butt seraient restés derrière et auraient apparemment sauté par-dessus bord ensemble. Archibald Gracie est également sorti. On ne sait pas ce qui est arrivé à M. Taussig et M. Stead, bien qu'il soit connu qu'ils ont péri dans le naufrage. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo. Nous vous retrouverons dans la prochaine.